on va avoir, dans le cas de l'hypotension orthostatique, une tachycardie sinusale adaptative. Et donc ça, c'est souvent un terrain qui est différent. Ce sont plus souvent des sujets âgés qui vont avoir une part de dysautonomie avec des chutes tensionnelles. Mais vraiment, la différence, c'est que dans ces cas-là, on a une tachy sinusale adaptative. Et puis, dernier cas de figure, les syncopes d'origine cardiaque. Donc, dans les syncopes cardiaques, il y a deux grandes causes. Les bradycardies, donc ce sont les dysfonctions sinusales ou les maladies rythmiques de l'oreillette. Et puis, donc ça, une anomalie de l'automatisme sinusal. Et puis, les troubles conductifs avec les BAV de haut degré. Donc, les BAV2 à partir du degré 2 et des BAV complets. Et puis, les tachycardies, principalement ventriculaires, qui vont engendrer des syncopes cardiaques, tandis que les tachycardies supraventriculaires, donc les tachycardies jonctionnelles ou l'AFA flotteur, les troubles du rythme atriaux, donnent beaucoup moins fréquemment des situations syncopales. Généralement, elles peuvent être syncopales si elles surviennent chez quelqu'un qui a déjà une cardiopathie sous-jacente, une altération de la FEVG. Et donc, le bas débit induit par la tachycardie supraventriculaire peut, dans certains cas bien particuliers, engendrer une syncope, mais c'est quand même peu fréquent. Et encore une fois, il y a souvent un terrain sous-jacent. Et puis, les causes non rythmiques de syncope cardiaque, ce sont typiquement les syncopes obstructives, d'origine obstructive, donc le RAO serré, une cardiomyopathie hypertrophique avec une obstruction majeure, peut être syncopale. Et puis, les causes plus rares d'HTAP aigu, comme par exemple l'embolie pulmonaire, ou des anomalies de naissance de coronaire qui peuvent donner des syncopes à l'effort. Donc sur ces syncopes d'origine cardiaque, on s'arrêtera un peu moins longuement parce que souvent il y a un contexte clinique ou des anomalies ECG qui signent l'origine cardiaque de la syncope. Alors les syncopes réflexes, il faut connaître un petit peu la boucle réflexe qui engendre ces syncopes. C'est ce qu'on appelle le réflexe de Bézol-Jarich. Donc le facteur déclenchant commun, c'est une diminution du retour veineux central. Par exemple, la station debout prolongée, il va y avoir une stagnation du sang dans le bas du corps, dans les jambes, dans le système veineux, diminution du retour veineux central, et ça va engendrer une contraction, en fait une activation de mécanorécepteurs qui sont dans le ventricule, dans le tissu myocardique ventriculaire, avec une contraction vigoureuse du ventricule gauche. Ça va activer le système nerveux parasympathique avec une majoration du tonus vagal et puis une diminution de l'activité sympathique, ce qui va engendrer une hypotension artérielle, bradycardie et donc une syncope. Donc vraiment, c'est la boucle réflexe de Bézol-Jarich qui implique des mécanorécepteurs du ventricule gauche et qui va avoir toujours comme premier élément déclenchant une diminution du retour veineux central. Et donc c'est une activation paradoxale du système nerveux parasympathique. Alors, quand vous allez être confronté à une situation syncopale, en fait, la question qu'il faut avoir derrière la tête, c'est quel est le risque d'événement majeur? Est-ce que cette syncope correspond, entre guillemets, à une mort subite avortée? Est-ce qu'il existe une cardiopathie sous-jacente? Et puis, finalement, est-ce qu'il faut hospitaliser ce patient pour aller plus loin dans le diagnostic? Donc, l'idée, c'est de stratifier le risque face à un épisode syncopal. Et il va y avoir 3 éléments très simples, et uniquement ces 3 éléments qui doivent intervenir dans la stratification du risque, c'est l'interrogatoire. Et vraiment, c'est l'élément clé dans la prise en charge des syncopes. Il faut avoir un interrogatoire policier. Et puis, l'examen clinique et l'électrocardiogramme. Et en première intention, il n'y a pas besoin de faire plus d'examens que ça, pas d'échographie ou d'autres examens plus poussés. C'est vraiment ce trio très simple qui doit permettre d'identifier 3 types de situations. D'abord, la syncope réflexe typique, où le patient va pouvoir retourner à domicile avec des consignes qu'on verra après. La syncope d'origine cardiaque, où on va proposer une hospitalisation. Et puis, les syncopes, le niveau de risque intermédiaire, où là, par contre, on va parfois avoir besoin de faire des examens complémentaires. Dans l'immense majorité des cas, on va être face à des patients qui vont avoir une syncope réflexe typique et donc à bas risque. Donc, les caractéristiques qui doivent être remplies pour retenir ce diagnostic de syncope réflexe, c'est tout d'abord une anamnèse qui est typique. Donc, souvent, on va rechercher le caractère récidivant fréquent des syncopes. C'est des gens qui connaissent leurs symptômes, qui vont faire des malaises vagos de longue date. Et le caractère récidivant et fréquent va être rassurant puisque si c'était une syncope cardiaque, souvent, ça ne serait pas récidivant comme ça. On va aussi rechercher l'absence d'antécédents cardiologiques.
Et puis, il faut vraiment s'attacher à identifier les circonstances de survenue de la syncope. On l'a vu tout à l'heure dans les différentes situations classiques de syncope vagale. La situation postprandiale, à la miction, défécation ou à la toux, après une station debout prolongée ou un épisode douloureux après une rotation de la tête. Ça, ce sont des circonstances qui signent de manière quasi systématique l'origine réflexe de la syncope. Il faut rechercher les symptômes vagaux qui peuvent survenir avant la syncope, mais il faut aussi les rechercher au réveil, parce que souvent les patients ont une amnésie des moments, des minutes et des secondes qui précèdent la syncope, et ils peuvent ne pas avoir de souvenir de ces prodromes. Et donc il faut rechercher les symptômes vagaux au réveil. Donc typiquement une grande fatigue qui dure pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, la récidive syncopale dans les minutes qui suivent la première perte de connaissance, les myodésopsies, les symptômes digestifs, bouffées de chaleur et sueur, ça ce sont des symptômes vagaux qu'il faut vraiment penser à rechercher avant, mais aussi au réveil. Et puis évidemment, pour retenir un diagnostic de syncope vagale, il faut avoir un électrocardiogramme strictement normal et un examen clinique normal. La présence le fait que le patient ait convulsé, qu'il ait perdu ses urines, qu'il soit âgé ou jeune, son caractère traumatique ne rentre pas en compte dans la stratification du risque. Un sujet jeune, si vous avez déjà vu chez quelqu'un de scoper faire un malaise vasovagal, la pause d'origine vagale, encore une fois, peut être très prolongée, engendrer un bas débit cérébral convulsivant avec perte d'urine, sans que ça ne préjuge de la gravité du mécanisme de la syncope, et ça peut tout à fait correspondre à une syncope vasovagale. Donc ça, il ne faut pas le prendre en compte dans la stratification du risque de la syncope. Donc dans les recommandations, en fait, il propose de rechercher des facteurs qui signent une syncope à haut risque. Donc il y a des choses très évidentes. Si, par exemple, il y a eu une syncope avec une anomalie authentifiée de l'ECG, une bradycardie, un trouble conductif de haut degré, c'est une syncope évidemment qui n'est pas vagale et sur laquelle il va falloir pousser plus loin les investigations. Donc il y a des choses qui sont assez évidentes, un bloc de branche ou autre, une cardiopathie connue, une coronaropathie. On va sortir évidemment du champ diagnostique des syncopes vagales. Peut-être les points auxquels on ne pense pas systématiquement et qu'il faut vraiment penser à rechercher